Vous voyez le moment où vous vous dites: «Oui, oui, Google Ads, je connais, j'ai déjà testé», et puis vous décidez, quelques années plus tard de rouvrir l'interface et puis là, vous avez littéralement l'impression d'être entré dans le cockpit d'un avion. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je pensais retrouver un truc à peu près simple, à savoir, des mots-clés, une annonce, une enchère, et puis pouf, on met ça dans la machine, on voit ce qui sort. Sauf qu'entre-temps, Google Ads a littéralement changé de planète et le problème, c'est que si vous continuez à raisonner avec l'ancien logiciel, vous allez faire exactement ce que Google Ads adore, à savoir dépenser sans vraiment comprendre ce qui se passe. Si vous me découvrez avec cet épisode, je suis Estelle Ballot et j'aide les dirigeants et les CMO à structurer leur marketing, gagner en clarté et obtenir de vrais résultats sans complexifier inutilement. Chaque semaine ici, on parle de marketing concret, utile et actionnable. Dans cet épisode, j'ai invité Alexandre Falk, aka le mage du SEA, rien que ça. Alexandre, c'est quelqu'un qui a passé des années dans des grosses agences. Il a vu ce qui marche vraiment quand on met des budgets sérieux. Et aujourd'hui, il accompagne des entreprises qui veulent de la performance sans se faire balader par l'automatisation. Je vous préviens, il y a un passage qui m'a littéralement fait sortir mes notes. C'est celui où il explique ce qui est en train d'arriver sur la recherche Google avec l'IA et pourquoi ça risque de changer la façon dont on achète, la façon dont on clique et puis surtout la façon dont on convertit. À ce moment-là, vous comprenez que le sujet, ça n'est pas faire des pubs. Le sujet, c'est est-ce qu'on est en train de perdre le contrôle du parcours client sans s'en rendre compte. Si vous utilisez Google Ads, si vous pensez vous y mettre ou si vous vous dites on verra plus tard, écoutez cet épisode. Il y a de fortes chances pour que plus tard, il coûte beaucoup plus cher que prévu. Allez, je vous propose d'accueillir tout de suite Alexandre Falk. Bonjour Alexandre, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Écoute, je suis très contente de te recevoir, Alexandre. On va parler d'un sujet que je ne maîtrise absolument pas. Tu l'as vu à l'instant. On vient de discuter en off de l'épisode. On va parler de Google Ads. Les Google Ads, j'en ai fait il y a 10 ans, je pense, et c'était pendant peut-être un mois et demi. Donc, autant dire que je suis une énorme néophyte en Google Ads et c'est super parce que tu vas pouvoir nous éclairer sur le sujet. Avant qu'on rentre dans les détails du sujet, est-ce que tu peux me dire, Alexandre, qui tu es et ce que tu fais? Écoute avec plaisir, merci de m'avoir invité Estelle. Alors moi c'est Alexandre, j'ai 32 ans, je viens du monde des grandes agences. Donc j'ai travaillé, pour des boîtes, comme Labellium, WPP et Havas. J'ai aussi monté une marketplace en B2B, en tant qu'associé et par la suite j'ai monté mon agence indépendante, le Mage du SEA. Aujourd'hui je travaille avec mon frère Axel Falk, on n'est que 2, donc une petite équipe mais avec un haut niveau d'expertise. Lui aussi vient du monde des grandes agences, Publicis, WPP, pour ne citer que. Et globalement, pourquoi j'ai décidé de monter en fait cette agence? Quand je travaillais dans les grandes agences, en fait, on accompagnait que des grands comptes, c'est-à-dire des budgets à plus de 100 000 euros par mois. Et assez rapidement, j'ai remarqué qu'en fait, les annonceurs qui dépensaient 20, 30 000, 40 000 euros par mois étaient relativement mal accompagnés dans ces grandes agences. Pourquoi? Parce que justement, les profils les plus seniors, les plus experts étaient dédiés aux grands comptes. Un budget à 20, 30 000 euros, c'est considéré comme un petit compte dans les grandes agences. Donc, c'était souvent voilà, le stagiaire ou le junior qui s'en occupait. Et donc, aujourd'hui, ça, c'est un peu notre créneau. On accompagne des boîtes à partir de 10 000 euros par mois d'achat média jusqu'à le plus gros budget, honnêtement, qu'on a accompagné en gestion, c'est 300 000 euros par mois. Et on accompagne des boîtes comme, alors sur de la gestion type Mazda ou du consulting Interflora ou Wikasa. Super, écoute, top et c'est intéressant effectivement cette vision toujours dans une agence, c'est bien quand tu es le gros, quand tu es le petit, tu es moins bien servi. C'est quelque chose à avoir en tête effectivement je trouve, quand on choisit ses fournisseurs, de savoir où on se positionne, en tant que client pour le fournisseur donc super intéressant comme positionnement. Aujourd'hui, Alexandre, on va parler de l'évolution des Google Ads et je t'ai fait rire quand je t'ai dit que ça faisait en gros 10 ans que j'avais pas touché au Google Ads. Tu m'as dit, très clairement, si ça fait 10 ans que tu n'as pas touché au Google Ads, tu ne connais absolument plus rien au Google Ads parce que tout change très très vite. Tu me disais en gros, on a un cycle de 3 ans, plus ou moins 3 à 5 ans sur Google Ads. Et si ça fait plus de 5 ans que tu n'as pas touché, tu redémarres de zéro plus ou moins. C'est à peu près ça? Clairement. Bon, je démarre de -5 moi. Alors, OK, super. Alors du coup, tu me disais, bon,
Si on veut regarder les gros changements, les grosses évolutions, tu vois, par rapport à ce que moi j'ai pu connaître ou même des gens qui ont regardé des Google Ads depuis peut-être 3-5 ans, tu me disais qu'il y a un gros changement qui est sur le point des audiences. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé sur les audiences et ce qui est différent maintenant avec les audiences? Bah, écoute, pas de souci. Alors attaquons les audiences, mais on parlera vite fait des formats qui vont avec. Globalement, il y a encore 5 ans ou 10 ans, il y avait des formats, il y avait beaucoup de formats. On avait un format pour, YouTube, on avait un format pour, Gmail, on avait un format, en fait, régie par régie. Aujourd'hui, tout s'est, consolidé à travers, quelques formats qu'on connaît aujourd'hui. Il y a du search, excuse-moi. Très bien. Il y a l'AP Max qui fait un peu tout. Il y a la demande gen, on aura des audiences à la conversion et on aura YouTube qui, finalement tourne uniquement pour, on va dire, du branding awareness. Parce qu'il y avait une partie du YouTube qu'ils ont mis, en fait, dans la demande gen. Donc ça, c'est déjà un peu cette consolidation de tous ces formats qui ont eu lieu. Et derrière, effectivement, il y a toutes ces audiences qu'on va pouvoir, nouvelles audiences entre guillemets, qu'on va pouvoir travailler. La première, c'était un peu épique. C'est un peu ces audiences lookalike qu'on connaît à travers les autres régies, type Meta, etc. Donc des audiences similaires, donc en anglais lookalike, LAL pour gagner du temps. Et globalement, à un moment donné, Google en fait avait cut la possibilité de faire des audiences lookalike. Il faut l'avoir en tête. Et Google est revenu sur le marché en disant bah finalement, je veux bien vous laisser les lookalike dans les formats de gen. Donc Pardon, je te oui, coupe, mais est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'ils avaient non. cuté? C'est quand même très très bizarre parce que c'est quand même un peu le truc intéressant de se dire une fois que j'ai trouvé des gens qui veulent bien répondre à ma pub, quel que soit l'objectif sur la pub, bah, je veux les mêmes pour en avoir plus. C'est assez étonnant. Bah, il y a une approche de Google de vouloir simplifier au maximum, on va dire, la régie publicitaire en ayant un minimum de formats. Je pense à la PMax. Mais la PMax V1, c'était une blague noire. PMax 2026, on a énormément d'éléments d'optimisation. Donc en fait, on fait marche arrière sur pas mal de choses. Là où un Meta, par exemple, continue d'accélérer sur la simplification, bah, Google, en fait, écoute les experts en disant, bah, là, on a des sujets, ce serait bien en fait de revenir en arrière sur, certains points pour qu'on puisse justement les utiliser. Parce qu'en fait, dans le monde du SEA, globalement, il faut garder en tête qu'un expert SEA qui n'est pas convaincu d'un produit ne va pas l'utiliser. Là où Meta, j'ai l'impression, ouais, ça peut être différent. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, Meta, on le voit un peu. Moi, tu vois, d'une, encore une fois, néophyte qui ne connaît rien au SEA, ou en tout cas vraiment pas grand-chose. Meta, pour moi, c'est la clé d'entrée quand tu es tout seul, que tu n'as pas d'agence, que tu sais pas faire et que tu veux essayer. Bah, c'est facile, en tout cas, de commencer. Je dis pas forcément de faire bien, mais de commencer. Là où Google Ads, c'est quand même un peu plus complexe et assez rapidement, je pense que tu te fais accompagner. Et effectivement, peut-être que Google s'est dit, attends, on va peut-être récupérer du monde si on part un peu sur le schéma méta, mais finalement, les objectifs sont probablement pas exactement les mêmes, mais les audiences sont peut-être pas les mêmes non plus finalement. Oui, oui, alors il y a pas mal de choses. Déjà, Google a des audiences assez qualitatives par le fait que, quasiment tout le monde utilise Google. Meta, effectivement, pas tout le monde peut l'utiliser ou veut l'utiliser, mais Google, finalement, tu as pas le choix, c'est Big Brother, en fait. Donc ce qui fait qu'en termes de réconciliation de la data, ils sont très, très forts à travers l'adresse mail, disons Gmail, Google Maps, YouTube, tous les comptes Google, tout ça, en fait, c'est l'élément data qui permet de tout réconcilier derrière. Donc là, en l'occurrence, en parlant de lookalike, effectivement, on peut, disons, avoir, alors il y a aussi un autre point. Précédemment, à ton époque, il fallait, dépenser minimum 50 000 pour pouvoir utiliser les audiences lookalike. Aujourd'hui, il y a pas de minimum. OK. Alors, en Il réalité, faut je un pense minimum quand même pour qu'ils puissent trouver la data et avoir, des choses intéressantes à utiliser? oui, alors parce que souvent, c'est du lookalike first party. First party, donc c'est la data, que l'annonceur possède, donc pas que Google possède. Donc imaginons, le truc assez classique, ça va être potentiellement les visiteurs du site web. Bon là, effectivement, c'est à travers Google ou GA4 ou ce genre de choses qu'on va pouvoir pusher et là, on va faire lookalike dans du trafic. Alors c'est pas le plus qualitatif, mais ça peut être intéressant si on a assez de data sur les conversions. Google va pouvoir trouver les internautes sur cet ensemble d'audience qui va réaliser la conversion souhaitée. Donc ça, c'est le premier point. Mais ça, c'est le plus froid. Après, on peut aller sur des trucs beaucoup plus chauds. Ça peut être des audiences similaires aux clients. On importe un fichier avec le nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail des clients. On le met dans Google Ads. Si on dit à Google, trouve-moi des internautes qui sont similaires à cette base. Donc ça, c'est le plus chaud.
où on peut être un peu plus tiède. Ça peut être des leads qualifiés, des leads. Donc voilà. Ça permet justement d'aller travailler ces audiences sur, en l'occurrence, les formats type de d'Imagen. On va pouvoir les sélectionner ces audiences et aller les cibler. Donc ça, c'est un point qui est assez important. C'est des audiences à tester qui sont qualitatives. Il y a aussi, une nouvelle option, enfin qui est, une nouvelle, ça fait 1 an, mais on est encore sur la V0 voire V1, c'est pouvoir en fait travailler avec, des influenceurs YouTube. On va aller pouvoir en fait, chercher des vidéos sur leur chaîne et les utiliser à travers notre compte Google Ads pour le pousser avec nos propres audiences, le cas échéant. Donc en Attends, fait je te coupe parce que tu m'as expliqué ça, je trouvais ça complètement fou. Ça veut dire que, demain, toi, on fait une autre vidéo là avec le podcast, par exemple. Moi, je vais la publier sur YouTube. Toi, demain, tu as envie d'utiliser cette vidéo pour communiquer, sur YouTube. Tu vas avoir le droit de l'utiliser, c'est ça? alors voilà, en fait je fais une demande à travers mon compte Google Ads pour utiliser ta vidéo. Tu acceptes, tu refuses et très probablement il y a un deal financier derrière, très bien. À partir du moment où tu l'acceptes, je peux l'utiliser comme si c'était une de mes vidéos. Génial. Voilà. Ouais, donc ça permet notamment pour tout ce qui est UGC avec des influenceurs et cetera, de l'utiliser directement sans aucun problème. Voilà, très bel exemple, UGC, démo, ou explication, ou même des influenceurs qui peuvent dire, je prends mon exemple, un influenceur qui va dire: «Voilà, moi, ça, c'est les top 5 experts que je recommande». Disons, il y a mon nom à l'intérieur, potentiellement, on peut en discuter ou sinon on peut travailler des vidéos ensemble. Mais effectivement, ça va être un élément très intéressant pour ce que j'appelle moi l'économie créateur, donc l'économie des créateurs de contenu où, bah, justement cette option va venir renforcer cette partie business et bah, aussi pour les annonceurs, avoir du nouveau contenu à utiliser. Parce que bon, bah, les boîtes recherchent systématiquement, on va dire, de nouveaux formats ou de nouvelles idées et ça clairement, ça répond à un vrai besoin. Je te cache pas que je me le note, ça va être dans mon kit média à partir de demain matin. OK, très bien. Et il y a la dernière partie, bah, qui existait précédemment, qui est très, très peu utilisée, j'en parle assez souvent. C'est ce que j'appelle moi des audiences customisées. En fait, Google permet, encore une fois, Google Ads en l'occurrence, c'est toutes les régies de Google. Donc c'est la search, c'est YouTube, c'est, le réseau Discover, c'est Gmail, c'est Google Maps, voilà pour ne citer que. Et en gros, en fait, on peut créer des audiences encore une fois, donc les utiliser pour push un visuel ou une vidéo en fonction de ce qu'un internaute a tapé sur Google. Et là, ça peut être on peut aller très, très loin. Ça peut être les meilleurs, keywords qu'il y a sur le compte. Donc on sait que c'est des audiences assez intéressantes. Les internautes qui ont été, chercher des concurrents. On peut D'accord, proposer des alors attends, vidéos oui, pardon. oui, Donc là, ça veut dire qu'on va pas utiliser uniquement les éléments de la requête que fait une personne sur Google. C'est un peu le truc auquel je pense moi en général. Je cherche à organiser mon futur voyage en Sicile. Je vais taper hôtel en Sicile et il va me proposer des choses. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que Google a gardé en mémoire les requêtes que j'ai faites avant en disant, je sais pas, que je cherchais à voyage en m'acheter une Sicile. valise, D'accord. voilà, et il a gardé en mémoire ces éléments-là, donc il sait que, je suis aussi intéressée par le fait d'acheter une valise parce qu'en fait, j'en ai pas. Exactement, mais si on va sur le voyage, ce qui est pas mal, bah, imaginons que tu recherchais un voyage en Sicile, donc tu as tapé ça. Imaginons moi je vends des voyages, et je vends aussi des voyages en Sicile, donc je vais pouvoir te présenter une pub sur YouTube ou sur Gmail et cetera parce que tu as tapé ça. Tu as été, chez un concurrent, par exemple, je sais pas, tu as été sur même imaginons même Booking pour les hôtels, bah, je vais cibler les personnes qui ont été sur Booking, alors qui ont recherché Booking ou alors ça c'est assez fort, ou qui ont installé l'application Booking. Génial. Voilà, éventuellement aussi la partie site web, les gens qui ont été sur des sites et similaires. Donc je peux aussi prendre le site de Booking. Donc tu vois, la partie concurrent ou on va dire, ce que j'appelle, site d'intermédiation, ça peut être des blogs, ça peut être, voilà, des sites de réservation et cetera. On va pouvoir recibler ces internautes parce que nous, on a une offre qu'on pense être plus intéressante et tout ça fait qu'en fait, c'est pas des audiences froides, c'est des audiences tièdes ou chaudes dépendamment de comment on les a créées, entre guillemets «craftées». Donc voilà, donc c'est vraiment la partie audience customisée qui est très, très puissant et relativement peu utilisée. Ouais, c'est vrai que c'est ce que je te disais, tout à l'heure. Moi, je dans mon esprit, Google Ads, c'était vraiment je fais une requête. C'est du Tu vois, moi, j'étais search. vraiment restée là-dessus. C'était le search. Je fais une requête immédiate, il me propose des trucs sponsorisés et en fait, c'est beaucoup plus large que ça parce que tu as certes la requête, mais tu as tous les autres médias sur lesquels, Google, impacte, et Gmail et tous les éléments et YouTube et tous les éléments sur lesquels avec lesquels Google interagit. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus large que la seule recherche.
Exactement, tu vois, il y a un format qui est relativement récent, bon, ça fait quand même 2-3 ans, c'est la Pmax, Performance Max, qui va travailler. On crée une Pmax. Alors c'est une histoire, hein, pour l'optimiser, mais en gros, qui va potentiellement diffuser sur toutes les régies, de Google. Donc, je vais pas dire en simultané, mais, il va travailler, la search, il va travailler, le réseau Discover, il va travailler YouTube, il va travailler le réseau Display de Google Display Network. Alors, les experts sont pas nécessairement contents de ce réseau, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Enfin bref, il y a tous les réseaux qui vont travailler à l'intérieur d'un unique format qui est la Pmax. Donc voilà, on peut vraiment pas dire que Google Ads, c'est que du search. Et en fait, effectivement, en fonction des business, c'est un e-com ou un lead gen, il y a des pondérations, hein. Le search sur la lead gen, en gros, hein, c'est 60-70% du budget investi. Il y a quand même 30-40 sur les autres formats. Et les e-com, on est plutôt sur 30% de search et 70% disons, sur du shopping, de la Pmax shopping, ce genre de choses. Donc, on a des pondérations qui sont complètement différentes. Donc, au mieux, il y a quand même 30-40% de budget qui sont censés aller ailleurs que sur du search. Donc effectivement, c'est beaucoup plus large. Dis-moi, Alexandre, quand on parle de Google, je suis désolée de te dire ça, mais je peux pas, parler de Google sans parler, des IA. Google utilise l'IA aussi. Il y a Gemini qui existe. Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur la SEA, à ce niveau-là? Effectivement, alors, sur Google Ads, de manière absolue, ça fait longtemps qu'on utilise de l'IA, mais la notion d'IA embarquée est très, très présente. On a des stratégies avancées d'automatisation au niveau des enchères. C'est de l'IA, en fait. C'est ce qu'on appelle en anglais du smart bidding. Bon, les experts comprendront de quoi je parle, qui permettent de dire à Google, je veux payer mon lead 20, 30, 40, 50 euros, ou je veux une renta à 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est des objectifs qu'on donne et qui fonctionnent à travers justement des stratégies d'enchères à travers l'IA, clairement. C'est les algorithmes, hein, c'est une stratégie algorithmique. Donc, ça, c'est le premier point. Par contre, effectivement, tu fais bien de m'en parler, il y a un bouleversement sur la SERP et sur les manières de faire. Par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'IA Overview et de temps en temps en France, on pose une question sur Google, enfin à Google, enfin sur le réseau de recherche Google, bref, et il va nous donner une réponse, mais rédigée, qui sera en fait rédigée à travers Gemini. Donc ça, c'est un premier point. Et cet encart-là qu'on voit dès le début, on appelle ça de l'IA Overview. C'est le premier point. Et à C'est-à-dire, il te donne la l'intérieur, réponse à ta requête. Il t'emmène pas voilà, sur un site, il te donne direct la réponse. Ultra courte, ultra, résumée, mais enfin, tu as quand même ta réponse. exactement. Et bah, ça a été confirmé qu'il y aura de la publicité sur cet inventaire. Donc, comment ça fonctionne et comment justement pouvoir faire de la pub sur cet inventaire, c'est encore autre chose. Donc, au niveau Donc de la ça, c'est tout publicité, nouveau. Ce que tu nous dis là, c'est quelque voilà, chose qui est sorti très récemment. 2026, voilà, c'est ça. C'est live aux États-Unis, c'est en train de débarquer gentiment en Europe et en France. Je pense que ça va être les gros enjeux de 2026-2027 d'appréhender cette manière de faire. Mais il y a aussi, on l'a vu aux États-Unis, cette partie, on va dire, IA Overview était vachement utilisée par, on va dire, les jeunes, les 18, 25 ans, et plus en fait on va loin dans la tranche d'âge, les tranches d'âge, moins il est utilisé. Une personne qui a 50 ans, 60 ans va être focus sur le search classique. Donc il y a cette notion aussi, d'âge à garder en tête. Mais quoi qu'il, Tu penses que c'est une histoire d'habitude? oui, À 50 ans, on a nos habitudes de search, on y va, on se pose pas la question. Ou est-ce que c'est, à cin je fais un gros stéréotype. À 50 ans, j'ai besoin d'en savoir plus que, juste avoir une réponse en 5 lignes? même par rapport au GPT, je prends l'exemple de ChatGPT, tous les gamins de 17-18 ans, l'utilisent pour faire leurs devoirs, alors que nous, au travail, on l'utilise difficilement pour faire nos mails. Donc voilà, il y a quand C'est même vrai, un il y a des moi je ne vis je dis que c'est mon compagnon, moi, ChatGPT, il fait tout avec moi. Pourtant, Bah, je suis plus près de 50 ans que de 17, mais bon, écoute, ça va, je dois être une éternelle jeunette alors. mais Gemini est en train de devenir plus puissant que ChatGPT, par exemple. Donc là, il y a un truc qui est assez intéressant sur les réseaux Google. Mais quoi qu'il, aujourd'hui, sur ce IA Overview, donc qui est powered by Gemini, donc produit par Gemini, il y aura de l'inventaire publicitaire. Et en fait, comment a priori ça va se passer? En gros, imaginons on cherche, on pose une question, hein. Je cherche une valise qui peut contenir mon ordinateur de 20 centimètres et je sais pas, 3 kilos de vêtements. Voilà, très bien. Et là, en fait, à travers l'IA Overview, il va nous donner une réponse. On lui dit, enfin, Gemini va nous dire, bah, je te propose ce produit-là, le produit A. Et là, il y a tous les sujets. Ce qui a été a priori validé, c'est que derrière, au niveau des sources où tu peux les acheter, enfin où tu peux acheter cette valise, imaginons, il y aura la Fnac et Amazon. Bah, cette partie vendue par la Fnac ou Amazon serait sponsorisée.
Et donc il y aura la guerre des prix. Donc c'est plutôt avantageux pour, le client final, mais ça de plus en plus dur pour les annonceurs. Ou C'est-à-dire également que, pardon, je te coupe, dans la réponse Gemini, je vais avoir non seulement voilà la valise qui convient pour l'image, voilà, il y aura ta demande, l'image voilà l'image comme un truc shopping, mais en plus en dessous et dont des éléments disponible, sponsorisés, voilà, tu peux l'acheter, sur la Fnac, sur Amazon, sur machin et sur truc à tel prix, tel prix, tel prix, c'est ça? exactement. C'est ça et a priori, de ce que j'ai compris, il y aurait aussi des alternatives aux fonctions du produit. Par exemple, un autre annonceur qui fait des valises pourra aussi se positionner dessus. Il y aura pour l'instant, ce sera clairement indiqué que c'est sponsorisé et là, ils vont encore plus loin avec, on va dire, l'achat intégré dans l'IA Overview, où en fait, sans aller sur le site web du marchand, tu vas pouvoir en fait acheter, faire, voilà ton process d'achat sur les overview. Tu cliques oui, continuer, oui, je mets ma carte de crédit avec disons la partie Google Wallet, très bien, c'est validé, c'est acheté, merci, au revoir. Donc en fait, il y a une rupture potentielle, sur la façon d'acheter. Donc ça va être C'est-à-dire que là, pardon, je te coupe encore, mais on ne ce qui est un peu tout le sujet en ce moment de l'IA et de ces réponses, générées par l'IA, on ne va plus du tout sur le site internet et là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'avant maintenant, on se dit: «Mince, on va plus trop ou en tout cas beaucoup moins sur le site internet pour choper des infos, des machins, des trucs et après aller vers la conversion». Là, la conversion directement elle-même se fait hors du site. On n'a pas besoin d'aller sur, je sais pas, Amazon ou la Fnac, si c'est le cas ici dans cet exemple et on peut acheter directement, avec son Google Wallet, c'est ça? c'est ça, c'est ce que Google est en train de pousser à travers les dernières, informations qui sont communiquées. C'est pas encore live, c'est juste toute chose relative, ce sont les informations officielles de Google Ads sur comment ils souhaitent procéder. Donc on a peut-être 1 à 2 ans devant nous par rapport à ça et Effectivement, ça va réduire la friction. Pour le coup, tu as oui, moins d'écran, ça va très, très vite. C'est intéressant à réfléchir aussi pour les créateurs de sites e-commerce parce que ça va changer quand même pas mal de choses dans le parcours consommateur. alors c'est pas faux, mais moi je pense qu'en fait, il existera toujours en fait ces 2 parties. Par exemple, si on veut des packages et cetera, parce qu'encore une fois, ce sera un peu la V0 tout ça. Dans 5 ans ou 10 ans, je veux bien croire que tout, encore une fois, aura complètement changé, les fameux cycles de 5 ans. Aucun doute là-dessus, mais sur les 5 prochaines années, voilà, il y aura, je pense, ces 2 mondes qui vont cohabiter. C'est pas très grave, hein. Faut juste l'accepter, donc il y aura des stratégies adaptées sur, voilà, chaque format et comment faire. Ce qui est un peu la base de Google Ads, finalement. Mais la grosse question, mais ça, on a la réponse, c'est comment on peut puber sur ces inventaires? Et aujourd'hui, en fait, il y a, de mémoire 4 formats ou 4 options qui permettent de le faire. Le premier, en fait, c'est d'acheter ces mots-clés en broad, en large, qui sont donc éligibles, parce qu'en fait, le broad permet de bider non plus uniquement sur le mot-clé, mais sur l'intention qu'il y a derrière le mot-clé. Donc, on est clairement dans la logique de Gemini. C'est le premier point. Pmax, sans surprise, voilà, le format qui fait tout. La DSA, on utilise de moins en moins. La Dynamic Search Ads, c'est en fait un groupe d'annonces qui va scanner le site, etc. Donc voilà, qui va permettre de le faire. Donc j'ai dit Pmax, Broad, oui, et l'IA Max, qui est la nouvelle option dans Google Ads, qui permet sur les mots-clés, disons qu'on a acheté en exact ou en expression, donc on n'a pas du tout acheté en Broad, et on va activer l'option IA Max, qui va en fait permettre d'accéder à cet inventaire-là en plus, mais qui joue en fait, qui transforme finalement les mots-clés qu'on a précédemment en Broad. C'est juste, je pense, pour accélérer ce changement de ciblage. Ce que tu me disais, le broad, c'est bien. Donc le broad, hein, c'est de prendre un mot-clé et en fait d'utiliser tout le contexte, toute la sémantique qu'il y a autour du mot-clé pour en fait, pour regarder l'intention qu'avait la personne qui fait, par exemple une recherche, plus que le mot-clé en lui-même. Mais ce que tu disais, c'est que le broad, c'est bien, mais il faut après aller quand même regarder, le travailler, regarder ce qu'il y a dedans pour exclure notamment des choses qui seraient justement trop broad, trop larges et qui ne nous correspondraient pas, c'est ça? Alors c'est ça, en fait, il y a 2-3 éléments à garder en tête quand on achète des mots-clés en broad. Un, il faut être nécessairement en smart bidding, donc donner un objectif, de coût ou de renta à, à à la campagne. Ça, c'est le premier point. Bon, effectivement, je veux payer mon lead 30 €, je veux avoir une renta à 3. Très bien. Il faut vraiment faire ça, sinon ça va un peu partout. C'est pas incroyable. Donc avoir du smart bidding, on achète des mots-clés, ouais, en broad et en fait dans la conversion, enfin, du coup, on met des conversions, des objectifs de conversion au niveau des campagnes ou qu'il y ait assez de data. Parce que s'il y a 3 ventes, par exemple, par mois, l'algo peut pas optimiser sur 3 ventes. Donc je ne recompte pas le broad à ce moment-là. J'ai eu un cas où un annonceur, c'est voilà, c'est une agence, de création de sites web.
Bon, voilà. Et en gros, voilà, ils vendaient des sites entre 10, 20, 30, 50 000 euros, des MVP, des SaaS, enfin, ce genre de choses. Et voilà, il avait écouté des account managers Google qui lui avaient dit: «Oui, t'inquiète, active du broad, achète tous tes mots-clés en broad, ça va bien se passer». Ça s'est pas très bien passé parce que finalement, ils diffusaient énormément sur, comment, faire un site web gratuitement, WordPress, pour débutants, voilà, ce genre de choses et qui étaient pas du tout pertinent. Pourquoi? Parce que la conversion qu'il avait mis n'avait aucune data. Donc l'algo est obligé d'apprendre, donc il va aller un peu partout. Donc voilà, il y a des manières, voilà, de structurer un compte, de le scale et de choisir les bonnes options au bon moment qui permettent justement de passer un compte, de 1 000 € à 10 000, de 10 000 à 100 000. C'est pas tout à fait à chaque fois la même histoire. Non, quand ils nous ont dit Pmax, vous le laissez, moi ce que j'entendais, même si je l'ai pas utilisé Pmax, mais j'entendais, bon avec Pmax, avec ces nouvelles façons de fonctionner, il y a plus besoin de rien faire, tu laisses, l'algorithme travailler et il va mieux travailler que toi. C'est quand même pas tout à fait vrai. Faut retourner derrière pour aller voir comment il joue les choses, pour lui donner tout le contexte nécessaire pour qu'il puisse le faire correctement. L'exemple de Pmax, voilà, c'est un petit spoiler, effectivement, c'est un je pense, un des meilleurs produits finalement qui a été produit par Google, mais ça a pris 3 ans et il y a quand même une contrainte fondamentale à le mettre, si on fait de la lead gen en l'occurrence, c'est de mettre des objectifs de conversion qu'on appelle conversion offline. Si son lead de chercher du lead, il va chercher du lead et beaucoup de leads à un coût, on va dire très économique, mais la qualité des leads, seront en fait très médiocres. On le voit sur l'ensemble des comptes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire justement pour pallier à ce problème? C'est de remonter ce que nous on appelle des conversions offline, qui permettent en fait, de donner un objectif, de qualité de lead ou de vente à la Pmax. Je te donne un exemple très concret, excuse-moi. Disons tu vends un CRM et tu as un cycle de vente, voilà, il est pas immédiat, les gens vont pas sur ton site et achètent directement ton CRM. Disons, tu t'appelles un Salesforce. Salesforce, c'est le meilleur exemple possible pour le coup. Bon, très bien, bah, tu vas sur le site, tu fais, soit une demande de démo, tu remplis un formulaire, ça se passe comme ça, grosso modo. Et bon là, très bien, tu as enregistré un lead sur ta campagne, mais tu as aucune idée de la notion, de la qualité du lead. Est-ce que, c'est un MQL? Est-ce que c'est un SQL? Est-ce qu'il y a eu un rendez-vous? Est-ce qu'il y a eu un devis? Enfin voilà, il y a tous ces éléments commerciaux finalement qui viennent après l'enregistrement du lead online, parce encore une fois, le lead qu'on a enregistré, il est online, il est sur le site, il est traqué, très bien. Et encore pas toujours, mais bon, ça c'est encore une parenthèse dans la C'est autre parenthèse. chose. Ouais, parce qu'avec le bandeau cookies, si la personne refuse le bandeau cookies, enfin voilà, c'est compliqué. Et là finalement comment on fait? Bah, en fait, il faut essayer de remonter les infos qui existent dans le CRM, dans Google Ads. On va recréer des conversions. On va rester synthétique, on va l'appeler MQL et SQL. Marketing Qualified Lead, disons c'est un lead, où la personne effectivement je l'ai eu au téléphone et j'ai pu lui mettre un rendez-vous et qui correspond à, je sais pas moi, à la taille d'entreprise qu'on souhaite, c'est MQL. Et le SQL, je lui ai envoyé un devis, il a eu la propale et la prochaine étape, c'est la vente. Donc imaginons qu'on reste sur MQL, SQL et vente, bah, il faut le renvoyer dans Google Ads. Il faut voir du coup quelle étape des leads, de qualité où il y a une volumétrie suffisamment importante. Sans grande surprise, c'est souvent les MQL. Je Voilà, te coupe une seconde. pas Ça de veut souci. dire que moi qui, je rappelle, n'ai pas fait de, Google Ads depuis 10 ans, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que parce que pour moi, c'est là que tout se jouait pour plein de business et notamment les business B2B. C'est effectivement peut-être un peu moins vrai sur les B2C. Le problème dans le B2B, c'est que bien souvent, tu as une partie online, c'est exactement ce que tu dis, tu as une partie online et puis à un moment donné, tu as un commercial qui appelle et qui prend le lead, et là, tout se passe offline et du coup, tu perds tout ton tracking. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as la partie online. Quand tu passes en offline, c'est-à-dire le rendez-vous commercial, la discussion commerciale, le devis, le blabli, le blabla, tu peux renvoyer tous ces éléments-là que tu as dans ton CRM, puisque évidemment, tu as bien rempli ton CRM. Hein, merci les sales de bien remplir le CRM. Donc, tous les éléments que tu as dans le CRM, tu peux les redonner à Google pour qu'ils puissent les réutiliser et aller rechercher des leads sur cette base-là, c'est ça? C'est ça, par exemple, je prends l'exemple du MQL, on va recréer une conversion qui s'appelle MQL et donc on va fournir à l'algo, on va lui donner toute la liste des personnes qui ont fait ce MQL. Donc il va pouvoir remonter dans ma campagne: «Ah, j'ai fait valide, j'ai eu, 8 MQL et je vais avoir 3 SQL et 2 ventes», par exemple. Parce que tout ça, je devrais recréer des actions de conversion sur Google Ads. Je vais venir l'alimenter avec un fichier. Ce fichier doit comporter, l'adresse mail, le numéro de téléphone et le Gclead.
S'il y a pas de Gclid, voilà, il y a 2 technos derrière, mais idéalement avoir ces 3 éléments. Comme ça, si Google ne reconnaît pas l'adresse mail, il peut potentiellement reconnaître le Gclid, ainsi de suite. C'est un peu vraiment les 3 clés de matching. Et derrière, effectivement, on va pouvoir savoir la vraie rentabilité ou le vrai niveau de qualité des leads qu'il y a derrière chaque campagne. Et là, l'optimisation n'a plus rien à voir. On n'est plus en train d'optimiser sur du lead, on est en train d'optimiser sur du business. Et là, Plus intéressant. c'est ça. Donc et là, c'est là où les ROI deviennent vachement intéressants. Les scales de compte sont très costauds. Et c'est un peu vraiment la clé pour qu'un compte en B2B puisse performer. Après, il y a des astuces. Hein. Je le dis très vite, enfin très rapidement. Très vite, c'est pas vraiment du français. Très rapidement. Des fois, c'est compliqué d'avoir ces éléments. Par exemple, vous avez un CRM fait maison. Et donc, peut-être, potentiellement, vous n'avez pas enregistré le Gclead dans la fiche client. Ben, nous, ce qu'on fait avec Axel, je prends l'exemple d'un SaaS B2B qu'on avait accompagné, c'était complexe, etc. Très bien. Ben, en fait, on va dans le formulaire qui est enregistré, on va créer des conditions d'activation de la conversion. Très, très simplement, tu as un SaaS, non, tu t'appelles Salesforce. Tu sais que toi, tes clients, en gros, c'est généralement, il y a au moins 100 personnes dans la boîte. En dessous de 100, tu sais que finalement, voilà, t'es trop cher, t'es trop gros, t'es trop fat, ça marche pas. Bah ok, si un internaute dit non, tu crées une option, hein, tu dis bah vous êtes combien dans la boîte, entre 0 et 50, 50 et 100, plus de 100, 100, enfin voilà, tu choisis ta fourchette, très bien. Et si quelqu'un dit qu'il est entre, je sais pas, ils sont entre 0 et 50, bah en fait, tu vas pouvoir récupérer ton lead en back-office, tu le traites ou tu le traites pas. Mais Google Ads va pas le remonter comme une conversion. Donc à minima, il va remonter des leads où il y a un minimum de taille d'employés dans Ouais, l'entreprise. Et de ça, bah, du cohérence. coup, c'est ça. Bah, du coup, c'est pas tout à fait un MQL. C'est pas tout à fait un lead. C'est un lead très premium ou un MQL négatif. Donc, et ça peut être pas mal quand on a des problèmes de CRM pour avoir du volume, parce que du coup, il y a du volume sur cette conversion et le lead n'est pas déconnant. OK, super intéressant. Donc on peut vraiment ce que j'entends là, c'est qu'on peut vraiment aller, réutiliser les datas, même si on sort du online, on fait des choses en offline, on peut trouver des systèmes pour pouvoir revenir, réalimenter, Google et lui redonner des choses pour améliorer encore, ses performances. Je vais essayer de faire un résumé, Alexandre, de tout ce que tu nous as dit. Je vais faire un résumé très overview parce que tu nous as dit beaucoup de choses. Mais pour garder les gros éléments en tête. D'abord, première chose, ce que tu m'as dit, moi qui m'a marqué, c'est que tu m'as dit Google Ads, ça se bouleverse totalement sur un cycle d'environ 5 ans, voire même 3 ans. En tout cas, ça change régulièrement. Donc, c'est normal que ça change régulièrement. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est que si on n'a pas utilisé Google Ads depuis 3 à 5 ans, on est complètement paumé. Ça a déjà beaucoup, beaucoup changé. Donc ça, c'est intéressant. Moi, ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. Je suis pas du tout une spécialiste de Google Ads, ça, c'est sûr. Mais surtout, en fait, c'est comme si quasiment j'en avais jamais fait parce que les choses bougent très, très vite. Donc ça, c'est intéressant quand même de l'avoir en tête. Les audiences, ce que tu nous disais, c'est que bien souvent, quand on pense Google Ads, on pense search. Et qu'en fait, c'est beaucoup plus large que le search. On a notamment YouTube, on a Gmail, on a tout le display de Google. Donc, il y a énormément de médias, d'endroits différents où on va pouvoir travailler. Et on va pouvoir travailler notamment, tu me donnais l'exemple que moi je trouvais super intéressant d'utiliser, par exemple, les vidéos UGC de quelqu'un d'autre et de pouvoir l'utiliser pour sa propre audience et faire sa propre pub. Donc là, il y a des choses vraiment très intéressantes à faire. Après, tu nous as parlé de l'IA Overview qui là est en train de se déployer. Donc, c'est vraiment des nouveautés qu'on va trouver. Tu nous dis l'IA, on l'utilise sur Google, sur la search, sur la SEA depuis toujours, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, on vient utiliser l'IA type ChatGPT pour faire simple, c'est-à-dire que la partie Gemini qui est utilisée notamment dans la search va pouvoir être utilisée sur du SEA. C'est pas encore le cas tout de suite, c'est en train de se déployer, mais on va voir des choses arriver, notamment avec des éléments directement dans la partie Gemini où on va pouvoir avoir, on prenait l'exemple de la valise, et bien, le produit directement qu'on pourra directement acheter sur cette partie de Gemini sans même aller sur le site internet. Donc, il se passe des choses vraiment concrètement. Et puis, tu nous parles aussi du offline. Moi, qui suis sur un podcast, on a du mal à traquer ce qui se passe parce que, bien sûr, c'est pas comme un site e-commerce, ultra intéressant.
Et c'est le cas dans beaucoup de business, notamment beaucoup de business B2B, c'est qu'il y a une partie online qui se fait sur de la notoriété, sur de la découverte. Mais finalement, la conversion, elle se fait bien souvent offline avec un commercial, avec des présentations, avec un suivi humain finalement. Et ce que tu nous dis, c'est que là, on va pouvoir utiliser toutes les données du offline pour les réinjecter dans Google pour qu'ils puissent nous apporter des leads qui vont être ultra qualifiés, des SQL, des MQL, donc ultra intéressant. C'est un résumé en 1 minute 30 de ce que tu nous as dit sur une demi-heure. Est-ce que ça te va? Est-ce que j'ai oublié des choses super importantes? Non, non, c'est exactement ça. Bon, bah écoute, super bien. Alexandre, si on est comme moi, qu'on a besoin d'en savoir plus, parce que il y a quand même plein de choses, évidemment, sur le SEA, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-moi. Bah écoute, on peut déjà me retrouver sur LinkedIn, effectivement. Je suis d'ailleurs un des premiers créateurs de contenu autour de Google Ads sur LinkedIn. J'ai un site web, le matchduSEA.com et j'ai aussi une newsletter qui est la Gazette du SEA. Bah génial, je mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à aller contacter Alexandre, il en sait, ça c'est sûr, bien plus que moi sur le SEA, c'est pas trop dire. Merci infiniment Alexandre, t'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. Merci beaucoup Estelle. Un grand merci Alexandre, c'est 1000 fois plus clair maintenant pour moi de savoir comment utiliser Google Ads. Promis, je vais m'y remettre. En tout cas, c'est vraiment super éclairant d'avoir tous tes tips et de comprendre comment les choses changent régulièrement et comment on peut les utiliser au mieux. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, partagez-le avec un collègue, quelqu'un qui serait intéressé par le sujet. C'est comme ça que vous pouvez m'aider à développer le podcast du marketing. Je vous dis à très vite.